Alors, ont découvert une mégastructure souterraine préhistorique sans nom. Près d'un sommet de montagne dans le Caucase du Nord, en Russie, une étroite ouverture plonge tout droit dans la roche. À l'intérieur, les parois sont parfaitement lisses, disposées selon des angles impeccables et entièrement revêtues sur toute la profondeur de blocs de pierre ajustés si massifs qu'ils n'ont rien à faire là. Personne ne construit quelque chose d'aussi immense sous terre juste pour le plaisir. On ne le fait que si on y est obligé. Elle plonge plus profondément qu'un immeuble de 30 étages enfoui à la verticale. Presque personne en dehors de la Russie n'en a entendu parler. Aucune université ne l'a étudié. Aucune institution ne l'a daté. C'est un merveilleux mystère et il mérite bien plus d'attention. Les seules personnes qui y sont jamais entrées emportaient des cordes et des caméras. Ce qu'elles ont trouvé ne correspond à aucune grotte jamais répertoriée sur Terre. La découverte choquante du puits. L'homme qui l'a trouvé n'était pas un professeur et il ne cherchait pas une grotte. Il s'appelait Arthur Zemukov et c'était un spéléologue russe qui étudie et explore les grottes pour vivre. Mais Zemukov était différent de la plupart des gens de son domaine. Alors que d'autres chercheurs traitaient le folklore local comme un divertissement, lui le traitait comme une preuve. Il avait passé des années à croiser les anciennes histoires balkars, des récits transmis de génération en génération sur de vastes cités souterraines et des tunnels cachés sous les sommets du Caucase avec des documents de guerre de la Seconde Guerre mondiale. C'est cette piste qui l'a conduit au puits de Karahora. En 2011, après des années de recherche, il s'est encordé et est descendu. Le puits s'ouvre dans la montagne au sommet de Karahora, dans la République de Kabardino-Balkarie de la Fédération de Russie. Zemukov et son équipe ont descendu prudemment, épaule contre des parois de pierre lisse, dans un air qui devenait de plus en plus froid à mesure qu'ils descendaient. La descente a pris plus d'une heure. La chute verticale exigeait une concentration totale car le puits étroit ne laissait presque aucune marge pour corriger une erreur. Puis, sans prévenir, le puits étroit s'est ouvert. L'équipe s'est arrêtée. Devant eux se trouvait une vaste salle souterraine dont le plafond s'élevait à 36 mètres au-dessus de leur tête, à peu près la hauteur d'un immeuble de 12 étages soutenu à l'intérieur de la montagne. Les murs n'étaient pas de la roche nue. Ils étaient bordés d'énormes blocs de pierre rectangulaires, chacun ajusté au suivant, avec des joints si serrés qu'ils étaient difficiles à voir à la lumière des lampes. Certains des blocs semblaient se dresser verticalement comme des colonnes, comme si la structure avait été délibérément conçue pour soutenir le plafond au-dessus. Branchant de la selle dans toutes les directions se trouvaient d'étroits passages. Certains étaient trop étroits pour qu'un enfant puisse s'y glisser. D'autres admettaient à peine une main d'adulte. Zemukov et son équipe ont dirigé leurs lampes vers ces ouvertures et la lumière a simplement continué à avancer sans revenir. Il y avait encore une chose. Debout dans la salle, l'équipe l'a senti avant de le comprendre pleinement. Un courant d'air frais, lent et régulier montant vers eux depuis quelque part en dessous. Pas un courant d'air provenant de l'entrée au-dessus, quelque chose qui montait des profondeurs, ce qui signifiait que l'endroit où ils se tenaient n'était pas le fond. La mégastructure souterraine préhistorique dans laquelle ils venaient d'entrer s'étendait plus loin que tout ce que leurs cordes ou leurs lampes pouvaient suivre. Pourquoi l'échelle pose problème? Commençons par les blocs eux-mêmes, car tout le reste en découle. Les explorateurs qui ont mesuré les pierres bordant ce puits ont estimé que les plus grandes pesaient jusqu'à 200 tonnes. Ce chiffre doit vous imprégner un instant, car il a un point de comparaison que la plupart des gens connaissent déjà. Les poutres de granit qui couvrent la chambre du roi à l'intérieur de la grande pyramide de Gizeh-Sel, considérée parmi les exploits de construction les plus étonnants du monde antique, pèsent environ 80 tonnes chacune. Les blocs emboîtés dans cette montagne pèsent plus du double. Ils se trouvent profondément sous terre dans un puits, au sommet d'un pic isolé du Caucase, sans carrière, à proximité, sans rampe, sans route, et sans le moindre indice sur la manière dont ils ont été mis en place. Pour soulever ne serait-ce qu'un seul d'entre eux aujourd'hui, il faudrait une grue lourde spécialement conçue pour la tâche. Et il n'y a aucun terrain plat à ce sommet pour en installer une. La réponse confortable à cela consiste à hausser les épaules et à dire que les anciens faisaient simplement ce genre de choses. Mais le mot «simplement» accomplit là un travail silencieux considérable. Il enterre tout ce que nous ne comprenons réellement pas. Regardez Baalbek au Liban, car Baalbek prouve que le poids n'est pas une fantaisie. Trois énormes blocs taillés appelés les trilithes reposent sous les ruines du temple romain de Jupiter. Chacun mesure plus de 19 mètres de long et pèse approximativement 900 tonnes métriques,
soit environ 10 fois le poids des plus grandes pierres utilisées dans la Grande Pyramide et environ 36 fois le poids des pierres de Stonehenge. Ils ont été transportés puis une carrière située à plus d'un demi-mille et élevée à une hauteur de 9 mètres au-dessus d'autres blocs de 400 tonnes. Les Romains qui documentaient presque chaque grand projet de construction qu'ils entreprenaient n'ont laissé aucun récit de la manière dont cela a été réalisé. Mais de plus, les blocs des trilithes ne contiennent même pas les trous de l'Oise que les ingénieurs romains perçaient dans les pierres avant de les soulever. Quoi que ce soit qui ait placé ces blocs, ce n'était pas de l'ingénierie romaine standard. La carrière de Baalbek rend le problème encore plus difficile. Toujours enfoui dans le sol à proximité se trouve la pierre de la femme enceinte, un monolithe inachevé d'environ 60 à 80 pieds de long et pesant plus de 1200 tonnes. En 2018, une équipe de l'Institut archéologique allemand a fouillé plus loin et a découvert quelque chose d'encore plus grand directement en dessous un bloc désormais appelé la pierre oubliée pesant estimativement en 650 tonnes. C'est le plus grand bloc de pierre extrait jamais enregistré nulle part dans le monde. Il n'a jamais été déplacé. Personne n'a jamais été capable d'expliquer comment on avait l'intention de le déplacer. Ainsi, les blocs de 200 tonnes du puits de Carahora ne sont pas impossibles en eux-mêmes. Baalbek a prouvé que des mains humaines ont accompli des choses bien plus grandes à un certain moment du passé. Ce qu'il prouve pris ensemble, c'est que la méthode a disparu, qu'il s'agisse d'une technologie perdue, d'une technique oubliée, ou de quelque chose qui n'a jamais été écrit, la connaissance de la façon dont ces pierres ont été déplacées a disparu. Et une fois que l'on accepte que le poids était réalisable et que la méthode est perdue, la question cesse d'être d'ordre technique. Elle devient quelque chose de plus étrange. Pourquoi quiconque se serait-il donné tant de mal au plus profond d'une montagne pour une structure qu'aucun être humain n'était apparemment jamais destiné à parcourir? L'absence de traces humaines. La question du but aurait dû avoir des réponses évidentes. Toute structure travaillée que les humains n'ont jamais construite laisse derrière elle une signature, la trace de ce à quoi elle servait. Une tombe abrite les morts, un temple abrite de la fumée des autels et des prières gravées dans les murs. Une mine porte les cicatrices de l'extraction et les débris de ce qui a été emporté. C'est ainsi que les archéologues lisent réellement un espace et comprennent ce qui s'y est passé. Le puits de Carahora n'en contient aucune. Il n'y avait ni escalier, ni échelle, ni prise taillée dans la roche. Sans corde moderne, il n'existe aucun moyen de se déplacer dans le puits, ce qui signifie que quiconque a construit cet endroit n'avait aucun moyen d'y revenir, du moins pas par la voie qui existe aujourd'hui. Une structure que l'on peut construire, mais dans laquelle on ne peut pas entrer, n'est pas un bâtiment au sens où la plupart des gens l'entendent. Il n'y avait non plus aucune suie sur les murs. Ce détail devient important lorsque l'on réalise que les gens qui vont sous terre portent du feu. Les torches et les lampes à huile laissent leur signature noire sur la pierre, et cette signature survit pendant des milliers d'années. L'absence de suie est un enregistrement de l'absence de feu. Quoi qu'il se soit passé à l'intérieur de ce puits, cela s'est produit sans lumière, ou cela s'est produit avant qu'aucune main humaine n'y tienne une torche. Il n'y avait aucune inscription, aucune gravure, aucune offrande, aucune poterie, aucun os. Aucun débris humain n'était présent. Ainsi, les passages trop étroits pour y entrer la grande salle avec son plafond de 36 mètres, les blocs de pierre ajustés, tout cela existait dans un silence absolu. Vadim Chernobrov, qui dirigeait le groupe de recherche Cosmopoiask et a cartographié les parties du puits accessibles par corde, a noté que la structure partageait quelque chose de spécifique avec les puits inexpliqués à l'intérieur des pyramides égyptiennes. Ces puits qui s'enfoncent profondément sous le complexe pyramidal et mènent à des chambres dont personne ne peut nommer. Le but ne montre également aucune marque de brûlé sur les murs, aucun hiéroglyphe, aucun artefact, aucune preuve d'habitation humaine ou d'usage religieux, et aucun moyen pour une personne de s'y déplacer sans un équipement qui n'existait pas dans le monde antique. La conclusion de Chernobrov était que les deux structures avaient été construites dans un but qui n'était pas le mouvement humain, ni le transit, ni le rituel, ni le stockage. Puis il y a l'air. Un courant lent et régulier monte de quelque part en dessous du point le plus bas que l'équipe a pu atteindre. L'air se déplace à travers une structure parce que quelque part en profondeur, il y a un espace creux relié à la surface. Le courant constant, phrase et continu signifie que les portions de cette mégastructure souterraine préhistorique que quiconque ait jamais vue sont au mieux l'entrée de quelque chose. La partie en dessous reste entièrement inexplorée.
Une ingénierie qui a un but clair est déjà assez difficile à expliquer lorsque les constructeurs sont inconnus. Une ingénierie sans but que quiconque puisse nommer est un problème d'un autre ordre. Et c'est pourquoi les chercheurs ont commencé à se demander si la montagne aurait pu faire cela d'elle-même. Possibilité d'une origine naturelle. Avant toute autre chose, cet argument géologique mérite d'être entendu dans toute sa force car ce n'est pas un argument faible. Les volcans font réellement d'étranges choses à la roche et la montagne de Carahora est volcanique. La roche dont elle est constituée est du tuff, le matériau laissé lorsque les cendres volcaniques, les fragments et les gaz fusionnent sous l'effet de la chaleur et de la pression. Le tuff possède un comportement de fracture spécifique. Il peut se fendre le long de plans plats et nets. Il peut se briser en dalles qui de loin semblent avoir été sciées. Et dans certaines formations volcaniques, le refroidissement dessine la pierre en colonnes hautes et régulières si droites et si verticales que les premiers voyageurs européens qui rencontrèrent des colonnes de basalte à des endroits comme la Chaussée des Géants en Irlande crurent sincèrement qu'elles étaient l'œuvre d'anciens géants. La nature laissée entièrement à elle-même peut produire des formes qui paraissent intentionnelles. Tout compte rendu honnête de ce puits doit commencer par admettre cela. Les explorateurs qui sont descendus étaient préparés à trouver exactement cela. Ils y sont allés avec l'explication géologique en main prête à l'appliquer. Mais ce qu'ils ont trouvé l'a rendu impossible. La roche volcanique, lorsqu'elle se fracture en colonnes, produit des formes à 5 et 6 côtés des hexagones et des pentagones, la géométrie d'un schéma de refroidissement naturel. Or, le puits est plein d'angles droits, la géométrie d'un charpentier ou d'un maçon. Lorsque la pierre se fend le long d'un plan de fracture naturelle, la surface vagabonde. Elle s'incurve, dérive et se courbe à mesure que la fissure progresse à travers un matériau irrégulier. Les parois de ce puits restent parallèles et vraies sur 40 mètres sans dévier. Les chambres de fracture naturelle sont parcourues de fissures courant dans de multiples directions. Les explorateurs n'ont signalé aucune des fissures obliques qui apparaissent dans toutes les formations volcaniques naturelles. Oui, il y a le liant. Tassé dans les joints entre les blocs de pierre, l'équipe a trouvé ce qui semblait être un matériau de liaison de la même manière qu'un maçon remplit les joints d'un mur. Aucun processus volcanique les parts sur Terre n'a jamais été observé en train de mélanger du mortier et de l'appliquer dans un joint. Ce n'est tout simplement pas quelque chose qui se produit. L'absence de fissures obliques et de fissures diagonales qui traversent toutes les formations de tuff comme conséquence naturelle de la manière dont la roche se tasse a été l'une des observations qui ont le plus clairement distingué le puits de toute formation naturelle connue. Tous les systèmes de grottes de tuff étudiés portent ces fissures. Carahora n'en porte aucune. Combinés aux angles droits, aux parois parallèles et aux matériaux de liaison, les explorateurs ont conclu qu'il n'existait aucun analogue de cette structure parmi les systèmes de grottes connus dans le monde. Cette conclusion place la question exactement là où elle doit être. Non pas de savoir si cette structure est artificielle, mais qui l'a construite quand et avec quoi. Les civilisations qui vivaient dans les montagnes. Une façon de rejeter une découverte et de la traiter comme isolée, comme si la chose trouvée n'avait aucun contexte, aucun parent, aucune place dans un tableau plus large. Le puits de Carahora est souvent traité de cette manière comme une anomalie, un cas aberrant, quelque chose qui se tient seul et qui, par conséquent, ne peut pas être pris au sérieux. Mais le Caucase du Nord est l'un des plus anciens paysages travaillés au monde, et plus on regarde de près le sol qui l'entoure, moins le puits commence à sembler isolé. Il y a environ 5000 à 6000 ans, une culture s'est élevée dans les contreforts nord de cette même chaîne de montagnes que les archéologues appellent aujourd'hui le Maikop. Ce n'étaient pas de simples communautés de burghers. Ils travaillaient l'or, l'argent et le bronze à l'arsenic. Ils élevaient de grands tumulus funéraires au-dessus de leurs morts. Et sur un site appelé Zartskaya, leurs constructeurs ont édifié une chambre funéraire en pierre dont le design rejoint directement la tradition des dolmens de la région plus large. À travers le Caucase occidental aujourd'hui, environ 3000 de ces dolmens se dressent encore. Des chambres de dalles de pierre taillées, ajustées à des angles droits nets, un certain nombre d'entre elles, avec des trous parfaitement ronds percés, droits à travers une seule face solide de roche. Il y a 5000 ans, les mains qui travaillaient dans ces montagnes façonnaient déjà la pierre avec patience et précision. En voyageant vers le sud à travers la chaîne en Géorgie, la roche elle-même devient une ville. À Uplistik,
Tout un peuplement a été taillé directement dans une falaise avec des salles des chambres et des passages creusés dans la pierre vive habités depuis le début de l'âge du fer, il y a environ 3000 ans et de façon continue pendant des siècles ensuite. Dans la même république qui abrite Carahora, une gorge élevée contient un groupe de tombes médiévales en pierre que les habitants appellent la Cité des Morts. Bien plus jeune que les autres, mais révélatrice car d'âge en âge, les peuples de ces montagnes ont répondu au paysage en pierre. Puis il y a la question plus difficile de jusqu'où la véritable habileté peut remonter dans le temps. Pour cela, regardez vers le sud, vers les hautes terres d'Anatolie. À Göbekli Tepe et au site voisin de Karahan Tepe, des chasseurs-cueilleurs ont élevé de grands piliers de pierre sculptés il y a plus de 11 000 ans. Les plus anciens monuments de leur genre sur la planète érigés des milliers d'années avant la première ville, avant la roue, avant qu'une seule ligne d'écriture n'existe nulle part. Les archéologues les tirent encore du sol. Aussi récemment qu'en 2023, des fouilles à Karahan Tepe ont mis au jour une figure humaine sculptée de plus de 2 mètres de haut. Il y a une génération, tous les manuels s'accordaient à dire que personne à ce stade du développement humain n'aurait pu construire de telles choses. Les pierres n'étaient pas d'accord. La catégorie de l'impossible pour cette période a un piètre bilan. L'idée d'un espace fonctionnel achevé caché sous terre n'est pas inhabituelle non plus dans cette partie du monde. En Cappadoce, en Turquie, la ville souterraine de Derinkuyu descend à 85 mètres dans la terre, à travers 18 niveaux de salles d'écurie et de chapelles ventilées par plus de 50 puits cachés. En Chine, les cavernes de Longyu ont été taillées à la main il y a plus de 2000 ans. Elles étaient vastes, précises et géométriquement régulières, et aucun enregistrement historique ne survit pour identifier qui les a faites ni pourquoi. À Malte, l'hypogée de Al-Saflieni a été creusé sur 3 étages dans le bedrock, ces chambres façonnées spécifiquement pour faire écho au temple qui se dressait au-dessus du sol en plein jour. Rien de tout cela n'exige une seule civilisation perdue qui aurait englobé le monde. Cela exige quelque chose de plus simple et à sa manière de plus étrange que encore et encore dans des endroits qui ne se sont jamais rencontrés et n'ont jamais communiqué. Des êtres humains sont descendus dans la terre et ont construit. Le puits de Kara-Ora a une famille. Il en est simplement le membre le plus grand et le plus silencieux. Et le plus sinistre, c'est qu'il semblait qu'un groupe connaissait déjà son existence même avant qu'il ne soit découvert. Pourquoi les nazis cherchaient-ils cela? Arthur Shemakov n'a pas trouvé le puits par hasard et la piste qu'il a suivie pour y parvenir est presque aussi étrange que le puits lui-même. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à l'été 1942, les forces allemandes lancèrent l'opération Edelweiss, une importante offensive militaire dans le Caucase visant à s'emparer des régions pétrolifères du sud de l'Union soviétique, en particulier les champs pétrolifères de Bakou en Azerbaïdjan. S'assurer le contrôle de ces ressources était essentiel pour l'effort de guerre allemand. Mais parmi les soldats qui s'avancèrent dans les montagnes, se trouvait un type de chercheur différent poursuivant un objectif différent. Heinrich Himmler, chef de la SS, avait fondé une institution appelée l'Ahnenerbe, anciennement intitulée Société de recherche et d'enseignement pour le patrimoine ancestral. Sa mission officielle était d'étudier les origines de la race aryenne, mais sa fonction réelle allait bien au-delà. L'Ahnenerbe organisait des expéditions à travers le monde pour trouver des preuves de civilisation ancienne que l'idéologie nazie revendiquait comme ancêtre aryennes. En 1938 et 1939, une expédition dirigée par l'officier SS Ernst Schaefer se rendit au Tibet officiellement pour des recherches anthropologiques et botaniques, mais avec un mandat secret. Enquêter sur les mythes entourant Shambhala, un légendaire royaume souterrain censé préserver d'anciennes connaissances et une technologie avancée provenant d'une civilisation disparue. La direction nazie croyait que l'accès à ce que contenait Shambhala pourrait changer l'issue de la guerre. Le Caucase intéressait l'Ahnenerbe pour les mêmes raisons. Les légendes anciennes de la région décrivaient de vastes cités souterraines construites par des civilisations depuis disparues, exactement le genre de traces qu'ils recherchaient. Lorsque l'opération Edelweiss amena les forces allemandes dans les montagnes, des chercheurs de l'Ahnenerbe les accompagnèrent. Ils atteignirent ces pentes, laissant des marques sur la pierre, et près de l'entrée du puits de Kara-Hora gravée dans un rocher au sommet, se trouve une croix gammée. Elle a été faite par des chercheurs allemands qui, de toute évidence, étaient suffisamment proches pour savoir où ils se trouvaient. Cela serait déjà inhabituel en soi. Ce qui rend la chose encore plus étrange, c'est qu'une seconde croix gammée a été découverte dans la même zone plus ancienne, sans aucun lien avec les Allemands.
Il faut aussi savoir que la croix gammée est l'un des plus anciens symboles de l'histoire humaine. À travers l'Asie centrale et le Caucase, elle apparaît dans des contextes pré-chrétiens et pré-modernes, comme un symbole de vie de cycle et d'énergie naturelle bien avant son appropriation par le parti nazi. Mais la présence de ces deux marques au même endroit, l'une ancienne et l'autre datant de la guerre, soulève une question qui n'a jamais trouvé de réponse. Les anciens constructeurs de cette structure ont-ils aussi laissé cette marque? Et si tel est le cas, les nazis suivaient-ils une piste tracée par les mêmes mains qui avaient taillé la pierre? C'est cette question qui a attiré Zemukov vers la montagne. Il étudiait depuis des années les documents et les traces laissées par les chercheurs allemands pendant la campagne du Caucase. Les archives de guerre combinées aux anciennes légendes balkares sur des cités souterraines ensevelies pointaient vers un emplacement précis. Il suivit les deux fils jusqu'à ce qu'ils convergent sur une paroi rocheuse présentant une étroite ouverture verticale. Les légendes elles-mêmes n'étaient pas vagues. À travers la Kabardino-Balkarie, les traditions orales avaient préservé des récits de puits étroits, s'enfonçant profondément dans les montagnes de passages de pierre trop précis pour être naturels. Des communautés qui avaient autrefois vécu sous terre et laissé derrière elles des cités que personne n'avait vues depuis des siècles. Ces histoires avaient été transmises de génération en génération, et Zemukov croyait que l'histoire orale portait une véritable mémoire géographique. Cette conviction le conduisit jusqu'au puits, et le puits, il s'avéra, était bien réel. Ce que les légendes disaient réellement. Les légendes du Caucase du Nord ne sont pas de vagues histoires de fantômes. Elles sont précises. Des générations de communautés balkaraises et kabardées ont préservé ces récits, les transmettant autour des feux, avant de les consigner finalement dans des recueils de folklore régional. La plupart des chercheurs qui les ont entendus les ont classés comme de la mythologie. Quelques-uns les ont pris suffisamment au sérieux pour aller voir. Ce que ces traditions décrivent correspond dans un détail considérable à ce que Zemukov ait réellement trouvé. Les récits mentionnent des corridors de pierre aux arêtes droites et aux murs plats, et non les tunnels rugueux et sinueux d'une grotte naturelle. Il parlait de passages qui descendaient plus profondément que la lumière des torches ne pouvait suivre. Ils évoquaient le sentiment que quelque chose avait été construit et non formé. Aucune de ces précisions n'a été inventée après la découverte. Elle avait été préservée avant. Dans la région plus large du Caucase, la tradition de construction souterraine n'était pas purement légendaire. Des relevés archéologiques ont documenté de véritables sites souterrains à travers les montagnes remontant à des milliers d'années. Les récits locaux s'inscrivaient dans des preuves physiques d'une culture qui était réellement descendue sous terre auparavant. Ce contexte rendait plus facile de prendre la légende au sérieux en tant que mémoire géographique. Zemukov était convaincu d'être au début de quelque chose de bien plus vaste. Après l'expédition initiale et le travail de cartographie mené par l'équipe Cosmopoisk de Chernobrov, il a publiquement exprimé sa conviction que Kara-Hora n'était qu'une entrée parmi d'autres, que la chaîne de montagnes abritait d'autres structures, d'autres puits, d'autres chambres non encore découverts. Il préparait de nouvelles expéditions dans la région lorsque les recherches s'arrêtèrent. En 2015, Arthur Zemukov fut percuté par une voiture. Il mourut. La veille de l'accident, il avait signalé avoir fait une découverte significative liée à l'enquête sur Kara-Hora, mais ce qu'il avait trouvé disparut avec lui. 2 ans plus tard, en 2016, Vadim Chernobrov, qui avait dirigé les expéditions de Cosmopoisk, cartographié le puits et produit le premier documentaire télévisé à son sujet, mourut également d'un cancer. Il avait 51 ans. 3 autres personnes liées aux recherches sur le puits moururent également dans les années qui suivirent les premières expéditions. Les décès sont documentés. Ce qu'ils signifient demeure véritablement obscur. Il n'existe aucune preuve confirmée de crime dans aucun de ces cas. Et il serait malhonnête de parler de complot sans preuve. Cependant, il serait tout aussi malhonnête de prétendre que le moment de ces événements est anodin. Ce que l'on peut affirmer clairement, c'est que les personnes les plus responsables de ce que le monde sait de Kara-Hora sont mortes. Les questions qu'elles ont soulevées restent sans réponse et personne n'a repris là où elles s'étaient arrêtées. Théories jamais prouvées. La vérité la plus dure concernant le puits de Kara-Hora est que presque toutes les questions soulevées par cet endroit pourraient être résolues par une seule semaine de travail scientifique rigoureux. Une fine tranche de la paroi rocheuse examinée au microscope permettrait à un géologue de confirmer définitivement si la surface a été taillée par un outil ou formée par le refroidissement.
Un échantillon du matériau de liaison tassé dans les joints pourrait être analysé chimiquement dans un laboratoire standard établissant en quelques jours s'il s'agit de vrais mortiers ou d'un dépôt minéral formé naturellement. Un relevé précis du puits à l'aide d'équipements modernes cartographierait exactement jusqu'où s'étendent ces passages, où ils mènent et d'où vient le courant d'air. Une datation au carbone de tout matériau organique présent dans le liant, s'il en existe, donnerait un âge minimum à la construction. Rien de tout cela n'est coûteux par rapport aux travaux archéologiques de routine. Rien de cela ne nécessite une technologie qui n'existe pas. Et rien de cela n'a jamais été fait. C'est parce que le puits de Carahora se trouve simplement dans un endroit extrêmement difficile d'accès, dans l'un des coins les plus escarpés et les plus oubliés du Caucase russe. Et aucune université, aucun organisme archéologique, ni aucune agence scientifique gouvernementale n'a jamais décidé que l'ascension en valait la peine. Avant sa mort, Vadim Chernobrov avait proposé que le puits ait pu être un résonateur, une structure conçue pour interagir avec le son ou les vibrations naturelles d'une manière que nous ne comprenons plus. Il avait aussi évoqué la possibilité d'une fonction sismologique, un dispositif construit pour détecter ou réagir au mouvement de la Terre, mais il reconnaissait qu'il spéculait. D'autres chercheurs ont suggéré qu'il pourrait servir une fonction énergétique, une chambre conçue pour concentrer ou canaliser quelque chose provenant de la Terre elle-même, bien que personne n'ait été précis sur l'apparence de ce mécanisme. La théorie structurellement la plus audacieuse est que Carahora serait les fondations souterraines d'une pyramide qui se dressait autrefois au-dessus du sol à la surface de la montagne et qui a depuis été détruite ou ensevelie, ne laissant que la base profondément enfouie dans la roche, la superstructure ayant depuis longtemps disparu. La théorie de la pyramide présente un certain attrait en surface. Les parois polies de la construction précise en bloc et les similitudes dimensionnelles avec la grande galerie à l'intérieur de la pyramide de Khéops ont été notées à plusieurs reprises. Jemoukov lui-même a souligné cette comparaison. S'il y avait eu une structure plus vaste et si elle s'était dressée au-dessus du sommet avant de s'effondrer ou de s'éroder au fil de milliers d'années, ce qui survit sous terre pourrait être tout ce qui reste. Malheureusement, aucune de ces théories ne peut être testée avec ce qui existe actuellement. La seule documentation récente du site provient d'Alexander Sploshnov, un particulier qui a effectué l'ascension en 2017 et 2018 et a mis en ligne 2 albums de photographies sur le réseau social russe VKontakte. Ces images constituent le plus clair enregistrement visuel du puits qui existe. Elles montrent la précision géométrique des parois à l'échelle des blocs mégalithiques, les surfaces lisses et polies, ainsi que des formations rocheuses dans la zone entourant l'entrée qui semblent révéler d'autres blocs précisément taillés, ensevelis sous la végétation et le sol. Splashnov a également photographié ce qui semble être des marques de type mécanique sur les surfaces des pierres, près de l'entrée des stries parallèles du genre de celles documentées sur d'autres sites mégalithiques préhistoriques, notamment à Baalbek au Liban et à la carrière de Yangshan en Chine. Si ces marques correspondent au même phénomène, et ce qui les a produites reste inconnu. Mais leur présence sur les photographies ajoute une couche supplémentaire à un site qui compte déjà trop de questions sans réponse et trop peu d'attention officielle. Ce qui reste en fin de compte est une liste de faits avérés. Il y a à l'intérieur de cette montagne des pierres plus lourdes que le plafond de la Grande Pyramide. Elles sont assemblées à angle droit, une configuration que le touffe volcanique ne forme pas naturellement. Elles bordent un puits qui plonge au-delà de tout ce qu'une personne vivante peut descendre jusque dans une salle où personne n'a laissé la moindre trace d'utilisation. De cette salle partent des passages trop étroits pour y entrer, d'où monte un courant d'air frais et constant provenant d'une obscurité qu'aucune lumière n'a jamais touchée. Et tout autour s'élèvent des montagnes que des mains humaines sculptent, perçant et taillent depuis au moins 5000 ans. La preuve qui trancherait la question n'a jamais été rassemblée. La mégastructure souterraine préhistorique de Carahora n'a de nom dans aucun registre académique. Elle n'a d'entrée dans aucune base de données archéologiques officielle. Elle n'est qu'un trou au sommet d'une montagne, une poignée de photographies et une question qui demeure dans l'obscurité depuis je ne sais combien de milliers d'années, attendant que quelqu'un décide qu'il vaut la peine d'y répondre. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires fascinantes.